Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour vous permettre de rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV ou en replay bien sûr sur bismart.fr ou enfin en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance de respiration après les tensions et l'accumulation de tensions qu'on a vues notamment sur les marchés obligataires. Je vous rappelle qu'hier on vivait dans un monde avec un taux américain à 10 ans à 5%, 5,02% au plus haut de ce cycle, au plus haut depuis 2007. On est revenu un cran en dessous sur les marchés obligataires et les taux américains avec un 10 ans qui a reperdu quand même 15-20 points de base par rapport à ces niveaux historiques qui ont été atteints hier. Et cette situation offre un peu d'oxygène aux autres actifs, aux actifs risqués comme les marchés actions qui poursuivent leur rebond en Europe. Le CAC 40 renoue en ce moment même avec le niveau des 6900 points. Vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant avec Côme Dubois. Au-delà de la partie obligataire et de la partie macro, les investisseurs sont de plus en plus focalisés sur les résultats d'entreprise avec 2 semaines intenses en matière de publication aux États-Unis et en Europe. On notera que les chiffres de Coca-Cola sont bons et même très bons. Le groupe révise à la hausse encore ses perspectives après avoir engrangé des ventes en progression sur le 3e trimestre avec un effet prix plus 9% et un effet volume positif, plus 2%. Le titre Coca-Cola, comme beaucoup de titres de ce secteur des biens de consommation courants, avait beaucoup souffert ces derniers mois. Rebond du titre Coca, et puis à Paris, on notera que Hermès a passé également la barre sans problème, la barre de sa publication de chiffre d'affaires. Là aussi, ce sont des titres dans le secteur du luxe qui ont quand même passablement souffert ces derniers temps. Et Hermès s'affiche comme l'une des plus fortes hausses du CAC en cette fin de journée. Détail à suivre, je le disais, avec Côme Dubois dans un instant. Discussion avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur la sphère émergente avec les spécialistes de Gémeaux Assets et son président Bruno Vanier qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. C'est donc une bouffée d'oxygène aujourd'hui pour les indices actions en Europe et à Paris. Le détail de la séance du jour avec Côme Dubois. La Bourse de Paris poursuit son rebond ce mardi à la faveur d'une légère détente des rendements obligataires, notamment sur le 10 ans américain qui, après avoir franchi les 5%, reste sous ces niveaux-là. Côté statistique, c'était jour de publication des enquêtes PMI pour le mois d'octobre. Pour la zone euro, l'indice PMI Flash Composite a reculé à 46,5 en octobre, soit son plus bas niveau depuis novembre 2022, après 47,2 en septembre. Du côté des valeurs, la saison des publications des résultats d'entreprise continue. Coca-Cola a relevé mardi ses prévisions de vente et de bénéfices annuels pour la 2e fois cette année. Le groupe profite de la bonne tenue de la demande des consommateurs pour ses boissons ainsi que de l'augmentation des prix. Son titre augmente de plus de 2% dans les échanges d'avant-bourse. Après la clôture de Wall Street, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Microsoft et d'Alphabet. En France, Hermès a publié un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% au 3e trimestre, soit un résultat supérieur aux attentes du marché qui permet au titre de progresser jusqu'à 2,3% au cours de la séance. De son côté, le laboratoire vétérinaire Virbac bondit jusqu'à 13,4% au cours de la séance, après avoir relevé ses objectifs pour 2023 grâce au rebond de son activité au 3e trimestre. Enfin, Interparfums abandonne jusqu'à 6,3% au cours de la séance. Le fabricant de parfums sous licence s'est dit prudent pour les trimestres à venir, malgré une hausse de son chiffre d'affaires au 3e trimestre. Demain, les investisseurs prendront connaissance de nouvelles publications de résultats d'entreprises, parmi lesquelles Meta Platforms aux États-Unis et notamment Air Liquide, Dassault Systèmes et Carrefour en France. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne pour le mois d'octobre, ainsi que des ventes de logements neufs en septembre aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés avec Côme Dubois dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous en plateau, directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Stéphane Déo d'être à nos côtés également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ravi de vous retrouver comme gérant senior chez Eleva Capital désormais. Et Olivier Ringard nous accompagne également ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Neuflize OBC. Le monde des taux à 10 ans américains à 5%. Donc ça c'était hier. C'était un monde éphémère d'ailleurs. Au passage, ça n'a pas tenu très très longtemps, puisqu'on a vu tout de suite après le franchissement de ce seuil symbolique des 5%, une espèce de soulagement, de mini-rallye, des couvertures de position vendeuses, de ce qu'on a compris de la part de gourous du marché obligataire américain. Se pose la question de la tendance et du niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau des 5% et qu'est-ce qu'on peut dire de la tendance du bear market obligataire peut-être le plus intense de l'histoire, puisque je rappelle que par rapport à 2020, qui étaient les points hauts des papiers obligataires 10 ans, 30 ans américains, on a vu ces papiers perdre 40, voire 50% sur du 10 ans ou du 30 ans américain. Est-ce qu'on a assisté à une forme de capitulation qui permet de se dire qu'à 5% de rendement sur ces parties longues de courbe, l'investisseur peut revenir de manière confortable? Olivier. Je vais donner quelques éléments de réflexion par rapport à ces observations. La première réflexion, c'est le fait que les mouvements d'ajustement sur les taux longs se font généralement dans le temps et ne se font pas pendant quelques mois ou pendant quelques trimestres. C'est plutôt des ajustements qui sont longs. Et on est aujourd'hui dans cette phase d'ajustement qui a commencé fin 2021, début 2022. Deuxième élément, il faut essayer de comprendre pourquoi cette phase d'ajustement est en train de se poursuivre. Et à cette question, on répond de la manière suivante. Il y a probablement plusieurs facteurs qui participent à cette poursuite de la correction des taux longs américains. Le premier, c'est cette histoire que le taux directeur américain, il est plus haut pour plus longtemps. Alors, il paraît que ça ne sera pas pour toujours, mais ça sera au moins pour plus longtemps. Donc, ça participe à relever, si on fait une moyenne des taux courts instantanés, plus une moyenne des taux courts anticipés, ça participe à pousser les taux longs à la hausse. Et puis, il y a d'autres composantes qui sont plus difficiles à apprécier, que sont la volatilité sur les marchés obligataires et qui donc justifie que les investisseurs exigent une prime supplémentaire. On a des incertitudes sur le régime d'inflation à moyen et long terme, des incertitudes sur le taux d'intérêt réel d'équilibre. Donc ça fait pas mal d'incertitudes, ce qui participe à cette poursuite du redressement des taux longs. Après, dernier élément, si on regarde ce qui s'est passé par exemple en 2007-2008, on avait eu un phénomène à peu près similaire, à savoir des taux courts de la part de la Banque centrale américaine qui se stabilisent, une courbe qui était inversée, très inversée, et quelques mois après cette pause de la part de la Banque centrale américaine, des tensions sur les taux longs américains qui étaient montés, si je me concentre sur le 10 ans, au niveau du taux directeur américain. Ouais. Donc on a un sentiment qu'on est un peu dans ce mouvement aujourd'hui. Alors si on essaye de se projeter, a-t-on fait le point haut à 5,02 ? Allez, osons. Disons que oui d'ici à la fin de l'année. Dans le cycle, on verra. Mais disons que oui d'ici à la fin de l'année. Pour notre part, on est dans la projection qui est la suivante. Une inflation qui va continuer de décélérer assez sensiblement. Une croissance économique américaine qui, à partir du 4e trimestre, alors pour l'instant, on ne le voit pas quand on regarde les chiffres du 3e trimestre, mais à partir du 4e trimestre, va décélérer fortement. Et une banque centrale américaine qui, progressivement, est en train d'infléchir son discours en nous indiquant que les risques aujourd'hui sont un peu plus équilibrés et qu'il faut être prudent. Et donc, dans ce cadre-là, on imagine que les taux longs refluent tout au long de l'année 2024, raison pour laquelle on est assez confiant sur le point haut sur cette année 2023. Ouais. Nicolas, votre appréciation de gérant obligataire, toujours, directeur d'investissement de Candriam, mais on quitte jamais le monde obligataire quand on est né dans le monde obligataire. Nicolas, 5% sur le 10 ans américain, au regard des facteurs qui déterminent les prix sur les marchés. Est-ce que c'est un point d'entrée, peut-être même historique ? Alors, tout ce qui a été dit, et j'adhère à une grande partie de ce qui a été dit, et c'est vrai, 5%, c'est tentant, quoi. Si on fait un exercice de prévision de rendement à venir pour l'année qui vient, en fait, petit exercice qu'on fait en interne pour avoir une vision des expected returns, des rendements attendus. On n'a jamais eu des rendements attendus
des obligations d'État américaines aussi élevées, surtout en relatif vis-à-vis des autres classes d'actifs. Donc oui, c'est intéressant, et c'est même intéressant pour un investisseur européen, parce qu'il y a quand même un spread qui est assez large, et même si on le hedge, c'est intéressant. Donc oui, la valorisation, elle est intéressante. C'est indiscutable. C'est intéressant d'un point de vue valorisation. Et c'est indiscutable aussi que si à un moment donné la Fed et l'inflation se calment, les taux vont baisser. Mais ça fait des si vous voulez. Pour moi, la valorisation n'est pas un argument en soi pour acheter. C'est-à-dire que ça peut être pas cher, mais ça suffit pas. Oui. Pour moi, pour vraiment penser qu'on est sur un point haut, il faut que la volatilité se stabilise. Et vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup de volatilité. Quand on a un mouvement, on touche 5,05, on va à 4,80, on a 25 points de mouvement. En quelques heures, c'est assez violent. Il y a 15 jours, c'était 20 BP intraday sur le 30 ans. Voilà. Donc cette volatilité, pour moi, montre qu'il n'y a pas encore une confiance vraiment des investisseurs long terme pour dire « je reviens de façon confiante sur les obligations d'État ». De plus, toute une série d'acteurs ont des moins-values gigantesques. Gigantesques. Et on les poche rincées avant de revenir sur les obligations. J'ai pris l'exemple, on en parlait juste avant, de l'obligation 100 ans autrichienne émise en 2020, qui passe de 140 à 36. Alors l'investisseur qui en a acheté, avant d'en remettre une couche à 36, je pense qu'il va... C'est peut-être pas le papier qui est le plus présent dans tous les portefeuilles. Ils avaient levé quelques milliards. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme d'attente. Ouais. Et il ne faut pas oublier, en effet, c'est ce que vous avez dit, qu'aujourd'hui, investir sur du 4,80, si la Fed reste à 5, 5,25, 5,50, vous perdez de l'argent tous les jours. Sauf si vraiment, ils baissaient leur taux. Donc pour moi, par rapport à ça, je suis bien d'accord que stratégiquement, c'est intéressant, qu'il faut commencer à regarder. Oui, les obligations d'État américaines, pour moi, en tant que, avec mon expérience de gérant obligataire pendant une vingtaine d'années, oui, c'est sûr que c'est attractif, plus pour moi même que les obligations d'État européennes. Parce que s'il y a un problème, ça va être intéressant. S'il y a vraiment un embrasement géopolitique, c'est la valeur refuge. Par contre, moi, je ne dirais pas qu'on a forcément atteint le point haut. Je ne serais pas du tout étonné qu'on touche 5,50. Ça ne me choquerait pas. C'est-à-dire se mettre au niveau du taux directeur, quoi. C'est un peu l'histoire que racontait Olivier, 2007-2008. Voilà. On est dans un nouveau paradigme. On a un réaplatissement de la courbe venant d'une courbe extrêmement inversée. On était à plus de 100 points de base d'inversion. On est dans un nouveau paradigme. Le paradigme qu'on a connu pendant 10 ans où les taux étaient négatifs, étaient très bas, c'est un paradigme, il est fini. Il est fini. Donc en Europe, aux États-Unis, on est dans cet autre paradigme où les taux évoluent. Ça a été plus élevé. Pour vraiment qu'on ait une baisse de taux, il faut une inflexion d'un point de vue croissance, il faut une inflexion de la politique monétaire. Et pour l'instant, il est trop tôt pour moi pour le dire. Et donc, je pense aussi que ce qui est important, c'est de se poser la question, oui, je vois les baisses, on dit, oui, j'aimerais bien que les taux baissent. En fait, on voit les taux baisser, mais on l'aimerait bien, en fait. Mais jusqu'à où, en fait, hein? Et la question, c'est, est-ce que les taux d'intérêt long terme peuvent baisser beaucoup si la Fed ne baisse pas? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, oui, tactiquement, aujourd'hui, consolidation, certainement. Sur le long terme, oui, c'est intéressant. Mais quand même, moi, j'attends de suivre d'un côté la volatilité et puis le déficit. Le déficit américain qui est quand même assez large. 6,3 pour l'exercice 2023. Voilà. Et je terminerai juste, et on en est très loin. Dans un an, il y a les élections américaines. D'ici là, on verra peut-être des points bas. Mais quelle est la valeur des obligations d'État américaines si on a un deuxième mandat de Donald Trump? Je laisse planer un petit silence, je ne sais pas, mais oui. Je restais pas de réponse. Sérieux, ça nous ramènera, on va faire un espèce de retour vers le futur en 2016, quoi. C'est-à-dire oui, mais quid du déficit? Quid des agences de notation qui, pour l'instant, on l'a vu vendredi, elles étaient très sympas avec la dette européenne. Mais voilà, je pense que... Voilà, donc d'accord. Il y a encore il y a une forme de brouillard, quand même, encore, qui entoure la question du point d'entrée sur ce marché obligataire américain. Long terme, oui, c'est intéressant. Je préfère les obligations d'État américaines aux européennes. D'accord. Mais 3-6 mois, c'est... Mais je pense que moi, je serais encore prudent vu la volatilité qu'il y a. Stéphane, 5%, pardon. Moi, je suis un peu dubitatif sur l'idée qu'on a touché le plus haut. Et alors, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Pour moi, il y a un argument de long terme et un argument de court terme.
L'argument de long terme, il y a une vieille théorie qui marche très très bien, qui s'appelle la règle d'or, qui vous dit qu'un taux d'intérêt, ça doit être grosso modo la croissance nominale. Bon, si vous faites un 2% et des poussières de croissance aux États-Unis, plus 2,5% d'inflation, vous êtes à 5. Donc, moi je pense qu'on a été très mal éduqués. On est habitué à des taux extrêmement bas, mais c'est les taux il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans qui étaient aberrants. Ce n'est pas le 5%. Le 5%, il n'est pas aberrant, il est normal. Ouais. C'est là où on doit être, dans une économie normale. Donc il faut arrêter de dire les taux sont trop élevés, les taux sont aberrants. Non, c'est faux. Les taux sont là où ils doivent être, à 5%. Grosso modo, ce genre de modèle n'est pas précis à 1% près. Donc si je me balade entre 4,5 et 5,5, pour moi, c'est la zone grise où je dirais les taux sont normaux. Donc le 5,5 est normal. Ça, c'est l'argument de long terme. L'argument de court terme, c'est, vous avez parlé de la volatilité. Moi, je suis un peu traumatisé par les 20 BP du 30 ans il y a 15 jours. Non, d'hier. Ah, d'hier, oui. Alors, je me suis amusé à regarder. On a 15 jours de trading sur le mois d'octobre. Il y a eu 12 jours où on a eu plus de 10 BP de spread. Donc ça veut dire que le marché, c'est pas où il va. C'est ce qu'on fait sur une semaine. Normalement, c'est énormissime. Ouais. C'est rarissime d'avoir une instabilité aussi forte sur les taux d'intérêt. Donc il y a une nervosité qui est extrêmement forte. Ça montre qu'il n'y a pas encore cette capitulation que certains pourraient attendre. Il y a des émissions du Trésor. On a le plan sur le trimestre qui a été publié. On sait que ça augmente de manière très nette tous les mois. Et on sait que derrière, il y a de toute façon 1400 milliards, grosso modo, de déficit à absorber. Et alors, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas où on va mettre ces 1400 milliards, parce que quand je regarde les étrangers, ils ne sont pas assez gros, tout simplement. Je rappelle que le premier porteur de dette américaine, c'est le Japon, c'est 1100 milliards. Donc 1100 milliards, même si double du jour au lendemain, ça n'absorbe pas le déficit. Les banques américaines ont énormément de trésoreries à leur actif, ils n'ont jamais eu autant. Les fonds de pension ont déjà fait la rotation, donc j'ai un peu du mal à savoir où est-ce qu'on va mettre tout ce papier qui, par définition, va être émis. Et alors, si on a en plus du Donald Trump dessus... Donc ça veut dire que le Trésor américain va de plus en plus se retrouver face à des acteurs de marché qui sont très exigeants en termes de prix, en termes de rendement, beaucoup plus qu'un fonds de pension japonais ou qu'une caisse de retraite de je ne sais où. Ils sont déjà porteurs d'énormément de papier, et donc pour leur forcer la main pour qu'ils en prennent, il va falloir un peu plus. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs adjudications. Alors c'est un peu technique, mais quand l'État emprunte, en fait, c'est sous une forme d'adjudication. Bien sûr. Et on a vu plusieurs adjudications dans les dernières semaines qui... vous parliez du 30 ans. Ben oui. Le 30 ans a beaucoup augmenté sur une journée il y a un mois. Il y a eu une adju le soir, c'est mal passé. On s'était tous dit, maintenant les taux sont tellement hauts, tout le monde va en prendre. Ben non, il a fallu que l'État américain fasse une concession en plus. Donc, il a fallu offrir 4 bips de plus que le rendement spot au moment de l'adjudication. Non mais on se dit que c'est rien, 4 bips, 4 points de base. Sur du 30 ans, c'était jamais vu. D'abord, et surtout après une journée où les taux avaient autant monté. Donc il y a quand même des signes de nervosité qui, moi, me font un petit peu peur, pour être honnête. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue des données, puisque tout le monde est data dépendant, à commencer par la Réserve fédérale américaine. Vous le disiez tout à l'heure, on projette une poursuite de la baisse de l'inflation aux États-Unis et un freinage de l'économie américaine. Alors là, je voyais les consensus maintenant, l'idée d'une récession américaine à 12 mois est devenue minoritaire. Donc, est-ce que c'est le moment de se réintéresser à cette idée? Et qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de la trajectoire de l'inflation sur l'horizon de prévision le plus fiable qu'on puisse avoir aujourd'hui? Alors, quand on fait de la prévision macro, aujourd'hui, on commence par dire qu'il faut rester humble vis-à-vis des projections, puisqu'on a une grande capacité à se tromper, et on l'a vu au cours de ces 2 dernières années. Donc, on va quand même se livrer à cet exercice. Et quand on se livre à cet exercice, ce que l'on dit, on rappelle d'abord qu'on s'est trompé, parce qu'en 2023, on était plutôt sur une hypothèse de récession de cette économie américaine. Et on s'est trompé pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on a mal apprécié l'excès d'épargne que l'on avait sur cette économie du côté du consommateur américain. Et la seconde,
est potentiellement lié au fait que le délai de transmission du durcissement de la politique monétaire soit plus long à se matérialiser dans une économie où l'endettement à taux variable est moins important qu'il ne l'a été par le passé, et en particulier sur la période 2005-2007. Deuxième élément, on sait qu'on a d'autres facteurs qui ont soutenu cette économie américaine. On a évidemment le crédit, on a le soutien budgétaire et le marché de l'emploi. Quand on regarde l'ensemble de ces facteurs de soutien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'excès d'épargne est bien entamé, même si on a toujours des incertitudes sur sa réalité et où est-ce que les consommateurs américains en sont sur cet excès d'épargne. On a le sentiment que cet excès d'épargne est mal distribué au sein de la population américaine. Deuxième élément, le crédit est en train de ralentir fortement, aussi bien du côté du consommateur que des entreprises. Troisième élément, le soutien budgétaire est là, mais on est plutôt dans une trajectoire de moindre soutien budgétaire au cours des prochains mois. On voit d'ailleurs l'opposition assez forte quand même entre les républicains et les démocrates qui reviennent sur le devant qui revient à un point de blocage, quoi. Oui. Redevient un point de blocage. Et le marché de l'emploi reste résilient, mais on a quand même en tendance un ralentissement assez sensible de ce marché de l'emploi américain. Donc, en moyenne, on a le sentiment que notre économie américaine est en train de ralentir et va continuer de ralentir. Sur le front de l'inflation, on considère que cette inflation, alors déjà, elle réagit en retard par rapport à la dynamique de croissance. Il faut avoir ça à l'esprit. Deuxième élément, on voit qu'on a des composantes de prix qui sont en train de corriger de manière assez sensible et qui matérialisent un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Et ce que l'on projette, ce que l'on attend, par exemple, pour l'année prochaine aux États-Unis, c'est une inflation qui sera autour de 2,2%. D'accord. Donc 2,2%, c'est nettement moins que ce que l'on aura cette année. Et donc, ça doit participer à ce scénario des taux que je défends, que je suis le seul à défendre sur ça. Je vois ça. Vous n'êtes pas le seul. Bill Ackman, il a dit qu'il fallait acheter des taux. Bill Gross, il dit qu'il faut acheter des taux aussi. Non, mais c'est intéressant cette histoire d'inflation, parce que on comprend que la Fed pilote quand même le taux réel aujourd'hui. Que le taux réel à 2,5%. Si l'inflation continue de baisser, on est, je regardais là, à 3,7 sur le dernier CPI. Si on est à un moment à 2,5 ou proche de 2, si la Fed ne bouge pas ses taux directeurs, on va avoir des taux réels qui vont continuer d'exploser aux États-Unis, Stéphane. Ça, à un moment, ça va être une morsure qui va être trop douloureuse. La Fed va devoir quand même, j'imagine, s'ajuster à ce phénomène. Oui, on pourrait avoir une situation assez paradoxale où, moi je ne crois pas à une récession aux États-Unis, sauf choc extérieur important, mais je trouve que la dynamique reste relativement forte. Enfin, on peut revenir sur ça. Mais Pas de récession, caractérisée, si, il faut le caractériser. Ça veut dire quoi ? Pas de récession auto-alimentée, pas de phénomène endogène de baisse de la croissance, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Mais on pourrait paradoxalement, effectivement, se retrouver avec des baisses de taux de la Fed, parce que si l'inflation baisse et que la Fed maintient ses taux à un niveau constant, ça veut dire que les taux réels, par défaut, montent petit à petit. Et donc, on pourrait très bien se retrouver, effectivement, quelque part au milieu de l'année, avec une Fed qui dit « je reste prudente, mais mon niveau de resserrement monétaire est trop élevé maintenant pour l'inflation à converger. Et donc, je commence à baisser petit à petit de manière très précautionneuse. » Donc oui, ça, c'est un scénario qui est tout à fait crédible. Et effectivement, les chiffres d'inflation montrent qu'on a un gros tassement. Juste pour l'anecdote, la Fed d'Atlanta fait un sticky CPI. Sticky, ça veut dire collant. Donc, c'est les composantes les plus gluantes, quoi. Voilà, c'est les composantes qui montent pas vite et qui baissent pas vite. Et donc, cette composante était très élevée. C'est l'inflation la plus macro, on va dire. Voilà. Donc, cette partie, c'est ça qui était inquiétant. C'est que si vous avez un sticky CPI qui est très élevé, c'est que vous y êtes pour longtemps. On a eu, sur les 6 derniers mois, la plus forte baisse depuis 40 ans. Donc, le sticky, il n'est pas si sticky que ça, finalement. Et donc, oui, on a tendance à reconverger vers une inflation qui est plus raisonnable et acceptable. Et ça peut se passer sans récession. Oui, je pense, oui, tout à fait. Si vous voulez, pour moi, sur les États-Unis, alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais très clairement, l'économie américaine est beaucoup moins sensible au taux d'intérêt qu'elle ne l'était sur les cycles précédents. Donc la politique monétaire, alors je ne dis pas qu'elle est neutre, mais elle fait beaucoup moins mal qu'elle n'aurait fait il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans.
On a la relance budgétaire qui est énorme. Bon, ça, je ne vais pas y revenir. Il y a un élément aussi que je voudrais souligner, peu de gens en parlent, mais si vous regardez l'immigration aux États-Unis, sur la dernière décennie, vous aviez 400 000 personnes par an. Là, on est sur un rythme de 1,4 million. Donc, vous avez un choc sur le marché de l'emploi qui est absolument monstrueux. 1,4 million, ça veut dire que si vous faites C'est même plus. 200... Je crois qu'on est presque à 2 millions depuis le début de l'année. Alors moi je regarde en tendanciel parce qu'il y a des variations saisonnières, enfin bon c'est un peu compliqué, mais depuis un an et demi, 2 ans, on est réaccélération de l'immigration. Donc ça veut dire que si vous créez 200 000 jobs par mois, ça suffit à peine à absorber les nouveaux venus, les migrants, plus la demande domestique. Donc vous êtes sur une tendance qui est très très forte. Et ça, c'est un effet boule de neige auto-entretenu qui est non négligeable. Il faut qu'on parle de l'Europe et de la... Alors, si vous aviez des commentaires, Nicolas, sur ce qui a été dit, et puis qu'on arrive sur l'Europe et la BCE, puisque ce sera l'événement quand même cette semaine. Non, mais je rejoins ce qui a été dit par mon voisin ici. Nous, on ne prévoyait pas chez Candriam de récession aux États-Unis. Ce n'est pas du tout ce qu'on croyait. On était plutôt croire à une croissance pas énorme, mais positive. Ce qui nous a le plus étonné, et c'est là où je fais la transition, c'est pas tant la croissance, c'est le potentiel de croissance qui finalement est surprenant. Et pour ça, comment on l'explique? C'est ce que vous avez dit. 1, l'immigration. Moi, j'ai regardé, alors c'est peut-être pas 1,4 million, moi j'avais presque 2 millions de migrants qui sont arrivés. Biden a ouvert les vannes. C'est des millions de gens qui sont arrivés sur le territoire américain avec des papiers pour travailler. Non, mais on aurait pu dire ça va créer quand même du chômage. Non, mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ça augmente le potentiel de croissance. Et dans les logiques classiques, à ce niveau du cycle, on doit avoir un ralentissement de la création des emplois, et pas du tout. On continue à créer plein d'emplois. Pourquoi? Parce qu'il y a cette réalité-là. Et 2, une productivité qui tient bien, voire qui est en hausse. Alors, il y a toute la problématique, l'intelligence artificielle, tout ça. Ces 2 facteurs-là, ensemble, ça a été pour moi la vraie surprise de 2023. Donc nous, on s'attendait à une croissance qui soit positive. Mais par contre, que cette croissance-là soit aussi élevée, qu'on ait une potentiel de croissance aussi élevée, sans générer tellement d'inflation, avec le marché de l'emploi qui tient bien, ce truc-là nous a étonnés. Et alors, quand je viens sur l'Europe, pour faire la transition... C'est l'inverse. Ben oui. Et là, je suis désolé d'être méchant ou d'être réaliste. Mais quand je fais le petit exercice, il y a eu des articles, je crois encore en France, des analyses qui sont sorties sur la productivité en France. Quelle est la productivité, notamment par travailleur? Il y a une rupture. 2019, il y a un avant-après. Plus le thème de l'immigration, on n'est pas prêt, j'ai l'impression, à accueillir 2 millions de personnes pour... Donc si vous mettez tout ça combiné, eh ben c'est dur d'avoir un potentiel de croissance positif. Peut-être que le potentiel de croissance en Europe, il est de 0, quoi. Et du coup, nous, par exemple, sur les prévisions de croissance en 2020... En tout cas, s'il a monté aux États-Unis, c'est sûr qu'en Europe, il n'a pas augmenté. Exactement. Et donc, on est ici dans une situation où le potentiel, il est très faible. Donc, même si on a 0,4, 0,5% de croissance, eh ben, ça suffit. Ça suffit pour que faire baisser le chômage, etc. Et voilà. Et du coup, la BCE, son mandat premier, c'est l'inflation. Donc, effectivement, on l'a dit, l'inflation baisse. On pense qu'elle va continuer à baisser. Mais une inflation cœur reste quand même un peu élevée. Il y a la dernière réunion de la BCE, Christine Lagarde nous a quand même un peu surpris le marché par du courage, 25 points de hausse alors que les gens étaient un peu hésitants. C'était un peu 50-50. Donc là, elle va arrêter. Oui, ça serait un petit peu dangereux. La grande question et la grande affaire des prochains mois, ce sont les réinvestissements ou pas du programme d'achat lié à la pandémie, le PEPP. Je crois que c'est 1,7 trilliard qu'il y a aujourd'hui, qui sont réinvestis. Et normalement, il va falloir qu'elle arrête ça. Parce que sinon, on ne peut pas continuer à avoir un bilan qui progresse. Donc c'est ça la grande discussion. C'est plus les taux aujourd'hui. C'est le bilan qui compte là. C'est plus les taux, c'est le bilan. Et évidemment, cette gestion du bilan, elle va être regardée à la loupe. Parce que sur les spreads et les obligations d'État italiennes et compagnie, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Mais c'est quand même un instrument qui est important. Et du coup, est-ce qu'on peut se dire que... Alors, je sais pas, on a vu le Bund à 3% quand même à un moment. Est-ce que c'est des niveaux comme le 5% sur le 10 ans américain qui... Non, on n'y est pas. Alors là, moi, je préfère, si vous voulez, si je dois acheter des obligations d'État pour l'instant, je préfère quand même un peu regarder du côté des États-Unis
pour toutes les raisons qu'on a citées. Et du côté de l'Europe, oui, je rejoins, c'est ce qu'on disait, les taux qui étaient négatifs, c'était une anomalie. C'est là où je parle de changement de paradigme. Des taux allemands à 3%, écoutez, c'est pas illogique. Même si le potentiel de croissance est très bas, qu'il est à 0,5, 1, mais on a quand même 2,5% d'inflation. Donc, alors oui, à un moment donné, ça va baisser, ou certainement, il faudra regarder. Maintenant, il faut voir ce que va faire la Banque Centrale Européenne sur la gestion de son bilan. Et elle n'est pas prête encore de baisser les taux. Et en plus, il faut quand même noter que la devise européenne, elle n'est pas super forte. Non. Donc il ne faudrait pas que la devise européenne soit trop faible pour faire de l'importation d'inflation, surtout dans un monde où il faut encore acheter beaucoup d'hydrocarbures et où la pression sur les prix... Et où ça reste cher, oui. C'est cher. Voilà. Ouais. Stéphane, qu'est-ce qui va guider la décision de la BCE, notamment dans la perspective d'une poursuite ou d'une accélération de la réduction de son bilan? Quand on sait les trajectoires de finances publiques prévues pour l'an prochain, quand on sait la masse de dépenses d'investissement nécessaires devant nous, quand on sait qu'un nouveau cadre budgétaire doit à un moment quand même être remis en place, alors peut-être qu'on gagnera du temps sur ce front-là, je veux bien l'entendre, mais qu'est-ce qui va guider la décision de la BCE sur cette partie du bilan avec effectivement un écart Italie-Allemagne qui est déjà autour de 200 BP. On a vu pire, comme le rappelait Nicolas, mais c'est déjà des premiers niveaux que tout le monde regarde, quoi. Alors, il y a un problème qui est un peu technique, mais qui est loin d'être périphérique, c'est le bilan de la BCE. C'est-à-dire que quand la BCE a fait du QE, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des obligations, non datées par exemple, et elle a crédité le compte d'une banque en échange. Donc, en fait, c'est du cash que la banque a déposé à la BCE. Donc, quand les taux d'intérêt sont à zéro, c'est-à-dire que la BCE se finance à 0% et elle est assise sur une OAT qui va lui payer du 1, du 2%. D'accord ? Sauf que quand les taux montent, elle a toujours son OAT qui lui paye du 1 ou 2%, mais elle rémunère les dépôts des banques à 3, à 4, à 5. Et donc, c'est une perte énorme. Alors, on n'a pas les chiffres de manière régulière pour la BCE, mais la Fed, avec cette plaisanterie, a déjà perdu plus de 100 milliards de dollars depuis le début de l'année. Donc c'est énorme. Et probablement l'ordre de grandeur n'est pas tellement dissimilaire pour la BCE. Donc elle voudrait réduire son bilan. C'est une des raisons de réduire le bilan, parce qu'en fait, ce sont des pertes qui, donc, de toute façon, vont passer dans le budget des États d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, puisque c'est l'État qui est l'actionnaire. Ouais. Moi, j'ai toujours compris qu'une banque centrale pouvait fonctionner en faisant des pertes ou en fonds propres négatifs. Alors, je vais vous donner... Alors, c'est là où... D'accord. Si vous regardez la Banque de France il y a 2 ans, sur les OAT dont elle disposait, elle a redonné au Trésor français 7,5 milliards de mémoire. Donc, de facto, vous avez annulé 15 à 20% du service de la dette. Ça disparaît. Oui. C'est déjà une partie. Après, oui, effectivement, le trou, on ne doit pas le combler de nouveau, mais c'est au moins une perte à gagner spot. Comprends. Et après, le jour où les banques centrales se remettront à gagner de l'argent, on va l'utiliser pour enfouir le trou. Donc c'est quelque chose... Enfin, c'est reculer pour mieux sauter. Mais de toute façon, ce sera quelque chose qui viendra en négatif sur le budget des États. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, vous dites, non mais c'est intéressant, y compris pour la flexibilité financière des États, il faut que la BCE réduise son bilan. Je pense qu'il y a un vrai sujet de profitabilité de la BCE. Et on ne peut pas accumuler des pertes de manière... pour les siècles. Je crois que la Riksbank est en train de voir s'il ne faut pas qu'elle se recapitalise, par exemple. Oui, mais si... Alors, on parlait de pertes. Les actifs de la BCE et de la Fed, d'ailleurs, sont valorisés au prix d'achat. Si on les valorisait au prix de marché à l'heure actuelle, les 2 banques centrales auraient un capital très, très largement négatif. On parle de milliers de milliards de pertes. Et les gardent jusqu'à maturité, donc il ne faut pas... s'ils les gardent jusqu'à maturité, il n'y a pas de perte, de ce point de vue-là. Oui, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de perte, mais si on les garde jusqu'à maturité, du coup, on est assis sur un actif qui ne rapporte pas, et donc, en fait, on n'a pas de perte sur le bilan, mais on a des pertes sur les résultats pendant la durée. Donc, en fait, là aussi, c'est reculer pour mieux sauter. C'est au lieu de prendre la pomme tout de suite, je la lisse sur la durée de vie de l'obligation. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là qui embête beaucoup les Allemands. La Bundesbank en a parlé, elle a passé des provisions les 2 dernières années.
C'est un sujet qui va monter, quoi. Et je pense que c'est un sujet qui... Dans un contexte politique, d'élections européennes, etc., c'est un sujet qui peut trouver de la traction. Et c'est ennuyeux parce que du coup, effectivement, la BCE peut décider d'essayer de réduire son bilan plus rapidement, mais dans ce cas-là, ça veut dire rendre du papier au marché de facto, au moment où les déficits se résorbent, mais pas forcément assez vite. Et donc, ça peut très vite mettre la pression sur les États les plus fragiles. Évidemment, on pense à l'Italie, mais ce n'est pas le seul pays. Je voulais bien qu'on dise un mot quand même de la microéconomie aussi, Olivier. Là, on commence la période de publication de résultats. Alors, de manière un peu globale, chaque publication ou saison trimestrielle a été l'occasion de redonner un peu de souffle au marché ces derniers trimestres et même cette paire d'années derrière nous maintenant. Est-ce que c'est encore potentiellement le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on attend encore des bonnes choses en matière de dynamique, de profitabilité des entreprises, ou est-ce que là, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué et un facteur de soutien peut-être qui est en train de s'amenuiser, en tout cas pour les marchés actions? Sur la dimension micro, ce que l'on pressent, c'est du côté des États-Unis des résultats qui vont, comme à l'habitude, être en ligne avec le consensus ou meilleur qu'attendu en moyenne. Par contre, sur l'Europe, on est un peu plus inquiet. Parce que la dynamique de croissance des deux zones a été très différente au cours de ces derniers mois et que les entreprises européennes ont été exposées également au ralentissement de l'économie mondiale et en particulier de la Chine. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, c'est le fait que ce que l'on a vu pour l'instant du côté des résultats, c'est la réaction un peu asymétrique de la part des investisseurs. Donc une bonne surprise est légèrement saluée. Une mauvaise surprise et très sympathiquement saluée. Lourdement, c'est ça, lourdement sanctionné. Et donc, ça crée un profil un peu asymétrique qui montre que, selon nous, le sujet pour les mois à venir n'est plus le sujet. Enfin, la micro ne permettra plus de soutenir les marchés. Et ce qui va vraiment être important, c'est la séquence. Point haut sur les taux, où est le point bas sur la croissance. Et quand on élargit un peu la fenêtre d'analyse, on s'aperçoit et on a le sentiment que depuis fin de l'année 2021, on évolue dans un grand canal sans tendance sur les marchés d'actions, actions américaines, actions européennes. Quand vous regardez dans le détail ce qui se passe cette année, vous avez quand même des différences de performance qui sont extraordinaires. Vous avez le Standard & Poor's 100 qui est à plus 17, le Standard & Poor's 500 qui est à plus 12, le Standard & Poor's équipondéré qui est à, je crois, moins 2, moins 3, le Russell 2000 qui est à moins 4. Quand vous regardez à l'intérieur des secteurs... On parle d'indices américains. Enfin, à chaque fois, ce sont des indices qui sont censés capturer quelque chose de l'économie américaine et des entreprises américaines. Mais vous avez le même phénomène en Europe. C'est-à-dire que l'Eurostoxx ou le CAC 40 sont, on va dire, à plus 10, dividendes réinvestis. Vous regardez l'Eurostoxx large, vous ôtez 3 points de performance, on est plutôt autour de plus 5, plus 6. Vous regardez les small européennes, on est à moins 2, les small françaises, on est à moins 10. Les small, on est à moins 10. Donc on voit des différences de performance qui sont extraordinaires et qui montrent quand même que même si on est toujours dans un monde de croissance, on est quand même dans un environnement de marché qui est extrêmement complexe et qui dénote que le sous-jacent macro, quand même, il bouge énormément avec ces problématiques de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt. Stéphane, la Chine vous intéresse? Vous êtes le seul. Non mais, alors, vous avez dit, il faut qu'on parle de... Le pessimisme en Chine devient extrême, excessif. Je ne sais pas quelle est la formulation que vous avez employée, mais ce qu'on pouvait dire il y a quelques semaines, quelques mois encore. Alors j'ai vu que les actions chinoises, là, le CSI 300 est revenu sur les niveaux de 2019 quand même, pré-pandémie. Bon, je vais essayer de vous convaincre, on va voir. Non, mais pourquoi il faut regarder ce qui se passe en Chine, là, alors? La Chine, il y a... Ça a l'air dead money pour tout le monde. Il y a un problème de croissance parce que la population diminue. Il y a un problème avec l'immobilier. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Il y a un problème de management. De gouvernance, de management. Du coup, les actifs chinois ont été pénalisés. Ça, j'ai pas de problème. C'est normal. Moi, je pense que le problème, il est de deux ordres. Premier problème, c'est que, comme souvent, le marché a pris le bon thème, mais il a poussé beaucoup, beaucoup trop loin. Tout a un prix. C'est-à-dire que oui, il y a un problème de gouvernance,
Mais vous avez à un moment donné des valorisations qui deviennent ridicules. Le deuxième problème, c'est que effectivement, il y a un pessimisme qui est très, très généralisé. Donc tout a été vendu et sans discrimination. Or, il y a certains secteurs, l'immobilier, pour ne pas le nommer, que je ne toucherai pas même de loin. Par contre, il y a d'autres secteurs qui ont des taux de croissance extrêmement forts. La consommation des ménages, il y a certaines valeurs qui sortent des taux de croissance à 20-25%, la tech, etc., etc. Je vais juste vous donner un exemple. Si vous prenez le high yield, donc les emprunts chinois des entreprises de mauvaise qualité, sur la dernière décennie, vous êtes payé 7 à 8%, c'est à peu près stable. Là, j'ai vérifié tout à l'heure, on est autour de 17%. Donc ça a complètement explosé. Sauf que sur ce 17%, vous enlevez le real estate, donc l'immobilier, bien sûr. vous redescendez à 7,6. D'accord. Donc dans la norme historique. Il y a un problème, on est tous d'accord. Il n'y a pas photo. Je ne vais surtout pas vous dire d'aller acheter de l'immobilier en Chine. Il y a un énorme problème, mais c'est un problème qui est limité à un secteur. Il y a d'autres secteurs qui vont bien, et il y a certains secteurs qui vont même très bien. Et en termes de diversification, du coup, ça redevient intéressant, là, aujourd'hui, donc pour moi, de se réintéresser en étant sélectif, c'est ce que je comprends. Mais chaque fois que je dis on est investi en Chine, les gens me disent « Oh, mon pauvre, bien sûr. » Non, parce que si vous faites du stock picking sur certaines valeurs, une fois de plus, vous avez des PE qui sont ridiculement bas sur certaines valeurs et qui sortent des taux de croissance à 20-25% par an. Donc, il faut... Mais c'est pas un call macro. Exactement. C'est surtout pas un call macro. Je lève ma casquette d'économiste, je la mets à la poubelle et je passe sur un call de stock picker. Et il y a certaines valeurs qui ont des valorisations qui sont aberrantes. Bon, mais gardez la parole, on va finir sur un tour de table logique d'investissement. Donc, au-delà de la valeur sur certains actifs chinois, en étant sélectif, où est-ce que vous êtes confortable aujourd'hui dans l'univers large qui est le vôtre, Stéphane ? Alors, sur les taux, on est plutôt sur la partie très courte de la courbe. C'est la discussion qu'on a eue. C'est beaucoup trop risqué sur le long. Je n'ai pas une conviction extraordinaire sur le 10 ans américain qui dépasse les 5%. Mais c'est totalement plausible. Et de toute façon, il y a une volatilité qui est tellement forte. Je n'ai pas envie de prendre cette volatilité à court terme. Oui, tant que du cours en plus, c'est ça. Avec un risque très fort de perte. Du coup, on est plutôt sur la partie courte où on est très bien payé, où il y a beaucoup moins de volatilité, donc on est très content. Sur les actions, au risque de trop simplifier, on a une stratégie de barbell, c'est-à-dire on prend les deux extrêmes. D'un côté, on a ce qu'on appelle des compounders. Dans une économie où vous n'avez pas beaucoup de croissance, où l'inflation baisse, des belles valeurs qui ont une croissance stable, forte, à moyen terme, doivent très bien performer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les compounders. Et à l'opposé, on a nos noms chinois ou autres, d'ailleurs. On en trouve dans les small caps, on en trouve aux États-Unis. Du très value, quoi. Des valeurs qui ont été entraînées avec la foule très très bas et qui ont été pénalisées de manière excessive, à notre avis. Et il faut attendre qu'elles rebondissent et que le marché devienne un petit peu plus raisonnable sur ces valeurs. Donc je pense qu'un portefeuille comme ça est relativement bien équilibré avec une stabilité, une bonne croissance à moyen terme et puis des paris qui peuvent faire x2 sur certains. Sur la philosophie d'investissement en général, pour vous, je crois qu'on est d'accord, on est plutôt d'accord sur l'aspect obligataire. Sur le marché action, je dirais que c'est un peu différent. Donc en effet, il y a eu beaucoup de disparités, je rejoins ce que vous avez dit. Ce que je trouve intéressant, en 2 secondes, j'ai vu un graphe il n'y a pas longtemps de croissance value, le style croissance value, aux États-Unis et en Europe. Donc en Europe, le style croissance a beaucoup souffert, alors qu'aux États-Unis, c'est extrêmement bien. C'est assez incroyable. Nous, on pense quand même qu'il y a des secteurs qui offrent de la valeur. Le consumer staples, donc on en parlait, Coca-Cola, si vous preniez l'exemple de... Ça a baissé, donc c'est temps de se réintéresser, vous dites, à ce secteur-là. Je pense que ce secteur-là va offrir certainement des points d'entrée sur toutes ces entreprises, ou Nestlé ou autres, qui ont été pas particulièrement, je dirais, en difficulté, qui pourraient bénéficier quand même d'une certaine normalisation. De l'autre côté, un secteur aussi qui a été pas mal chahuté, c'est le secteur de la santé, qui avait été fortement plébiscité pendant le Covid, avec tout ce qui était vaccin et qui avait vraiment super bien performé. Ce secteur, qui est traditionnellement défensif, a souffert.
Mais si on est dans une phase un peu plus de ralentissement, c'est un secteur qui pourrait être plutôt porté par ça. Donc il faut être aussi très très attentif dans le stock selection. Il y a eu énormément de volatilité. Donc voilà, deux secteurs qu'on aime bien sur le marché equity. Olivier, pour conclure avec vous sur la philosophie d'investissement. La philosophie, elle est assez simple. Le jeu des scénarios est relativement ouvert pour les trimestres à venir. Donc on est neutre sur les actions, neutre sur les obligations. On est en train de mettre un peu de duration, mais progressivement, sur la partie obligataire, on est en train de rallonger progressivement la duration, mais on y va progressivement parce qu'on est très attentif à ce que nous... Oui, non. Mais... Il n'y a personne autour de cette table. Non, mais vous n'êtes pas tout seul dans l'univers obligataire, vous inquiétez pas. Mais oui, neutre, c'est la meilleure décision à prendre aujourd'hui, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision, mais en tout cas, c'est une décision. C'est une décision. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier Ringard, Neuflis OBC, Stéphane Déo, Eleva Capital et Nicolas Forest-Candriam. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés émergents. Et ce sont les spécialistes de Gemway Assets qui nous accompagnent. Et son président, même Bruno Vannier, à mes côtés en plateau. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci beaucoup. On va parler peut-être de quelques sujets émergents un peu spécifiques. Mais votre commentaire un petit peu général. On n'a pas l'impression que les vents global macro du moment, ni les vents géopolitiques, soient des vents très porteurs pour la prise de risque en général. Et encore plus peut-être pour la sphère émergente. C'est peu de le dire, c'est peu de le dire. Ouais. Non, ce qui vraiment est une sorte de ressucé dernière, là où dernier ressucé où les marchés quand même baissent bien quand même depuis l'été. Hein. La Chine en premier quasiment, quand on sent bien qu'il y a des que la hausse des taux, des taux longs aux États-Unis, le resserrement monétaire d'une manière ou d'une autre fait que la prise de risque n'est pas d'actualité, quoi. Et donc on réduit vraiment les risques. Les bourses émergentes sont risquées indéniablement. Ouais, c'est ça. Donc on les dans l'échelle de risque, exactement. Ça fait partie des actifs risqués. Ouais. Et donc on est dans un environnement de resserrement monétaire, de hausse du dollar, un dollar pas hausse monumentale, mais qui reste fort. Qui reste fort, quoi. Tout ça est assez mauvais de manière macro pour l'ensemble des pays émergents. Et même dans des marchés comme le Brésil, où la baisse des taux est actée, elle a commencé, globalement, il y a des profits qui ont été pris depuis juillet, alors que les taux baissent que depuis mi-juillet, quoi. Indéniablement, pas beaucoup d'envie de prendre des risques pour les investisseurs globaux, quoi. Sur la Chine, qu'est-ce qu'on peut dire en cette fin de mois d'octobre 2023, Bruno? Alors, j'ai vu que les indices actions larges sont plus bas depuis 2019. Ça nous ramène quand même avant l'explosion mondiale du Covid. Et ce qui est frappant, c'est que ni les données macro qui objectivement semblent montrer une stabilisation, ni les valorisations des bourses chinoises ne semblent jouer comme des forces de rappel aujourd'hui aux yeux des investisseurs globaux, quoi. Ah non, mais quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. De toute façon, c'est dans ce marché. C'est assez clair. Et indéniablement, qu'on veut voir des bonnes nouvelles, on en trouve toujours. Mais la Chine, c'est aussi le principal marché émergent, 30% de l'indice émergent, forcément, donc on vend les émergents, on vend la Chine. Et il y a une réaction vraiment épidermique sur ce marché. Clairement, il y a beaucoup d'investisseurs dont les boards, dont les conseils d'investissement leur demandent, on coupe la Chine, point barre. Pas de sujet là-dessus. Et c'est vraiment en train de se faire en ce moment, quoi. Et notamment depuis l'été, on voit bien que c'est des choix politiques. Oui, il y a comme ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, au niveau, je dirais, macro, au court terme, la croissance à long terme en Chine, c'est un peu terminé, mais ça tout le monde le sait. À court terme, on voit quand même il y a des économie qui se stabilise, un marché d'immobilier qui est certes très compliqué. L'activité a divisé par deux quand même dans l'immobilier chinois depuis 2021. En revanche, les prix n'ont pas baissé.
baissé, mais pas encore beaucoup, quoi. Donc, si on compare ça par rapport au Japon des années 90, on est très largement en avant, j'ai envie de dire, par rapport à la situation japonaise de l'époque, sur le nombre de transactions. Donc, on sent bien que le sujet est quand même pris à bras-le-corps. Mais les prix n'ont pas beaucoup baissé. Au Japon, ils avaient quand même bien baissé, quoi. Et c'est un peu ça qui pêche en ce moment. C'est-à-dire que si les prix baissent, le moral des ménages chinois, qui sont pour beaucoup d'entre eux propriétaires, va être affecté. Le taux d'épargne très élevé risque d'être élevé encore plus. La consommation est là, mais il n'y a pas une croissance très forte post-Covid telle que certains investisseurs l'attendaient, en tout cas. Comment vous gérez la situation dans les fonds actions, notamment de GMO Assets sur la Chine, Bruno? Est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'un bon stock picking peut permettre de faire de la performance? Est-ce que vous êtes allé chercher des marchés de substitution pour être peut-être moins exposé directement à la Chine et vous exposer aux thématiques chinoises à travers d'autres marchés de la zone? Non, enfin, si on veut y aller, on y va, quoi. C'est ça, d'accord. Non, mais oui, d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des titres. Le luxe français, notamment Hermès, qui sont encore de très bons chiffres aujourd'hui, est exposé indirectement. Ça marche de manière plutôt sympathique. Donc, c'est quand même un titre qui monte fortement depuis le début de l'année. Ailleurs, en Asie, il y a des choses qui se passent. Dans l'ensemble des marchés émergents, il y a la technologie coréenne, taïwanaise qui est en train de changer de braquet. Là. Donc, c'est extrêmement intéressant ce qui s'y passe, je dois dire, quoi. Notamment dans la mémoire, sur Samsung, sur Hynix, par exemple, des choses qui se passent où on sent que la coupe des capacités, la coupe de la production commence à avoir un effet prix, quoi, dans une situation où l'offre était largement supérieure à la demande. Et aujourd'hui, on a dans une situation qui commence à se équilibrer, se normaliser. Tout ça quand même, nous paraît assez positif. Je reviens sur la Chine. Oui. La Chine, il y a des résultats qui sortent qui sont quand même pas si mauvais que ça, quoi. Et comme le disait un de vos observateurs, c'est vrai que les valorisations, dans certains cas, sont extrêmement intéressantes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que votre invité disait, c'est que c'est un marché de stock picking, évidemment. Il y a alors, autant je dirais presque jusqu'à il y a quelques semaines, il y avait vraiment des baisses indiscriminées, que les résultats soient bons, mauvais, et encore des titres d'une extrême qualité, je dois dire, quoi, dans des secteurs de forte croissance, ont été laminés encore de marché de flux, quoi. Ça sort. Entre le mois de mai et le mois de septembre. Mais là, ça commence, je veux dire, un peu à se calmer. Alors, il y a un peu de discrimination. Ça commence. Il faut le dire avec beaucoup de pincettes. Bien sûr. Et si c'est le début de quelque chose, là, effectivement, on ne va pas faire de commentaires sur la macro chinoise parce qu'elle est compliquée. Et en plus, à long terme, elle n'est pas très intéressante. Mais en revanche, en stock picking, on peut faire des choses extrêmement intéressantes. Et ça justifie une position peut-être de 30% dans un portefeuille émergent. D'accord. Oui, à hauteur de l'indice, quoi. De côté Amérique latine, l'actualité nous amène à dire un mot de l'Argentine quand même. Donc, pour dire quoi? Il n'y a pas une journée sans que les sondeurs sont pas encore tout à fait au point là aussi, puisque on commençait à nous promettre que Javier Milei allait peut-être même dès le premier tour. Donc c'est le candidat alternatif. Libéral, libertaire, face au péroniste Sergio Massa, qui finalement sort en tête au premier tour, donc deuxième tour prévu le 19 novembre prochain. Bon, le marché a assez peu goûté justement d'ailleurs cette idée d'un deuxième tour et l'avance de Sergio Massa, le péroniste, ministre des Finances, sur son concurrent Javier Milei. Voilà, le met dans une position où il y a de fortes chances de remporter ces élections, je crois dans 4 semaines. 19 novembre, le deuxième tour. Alors, je ne dis pas qu'on voulait vraiment que M. Millet cartonne, entre guillemets, quoi. Ça aurait été bien aussi. Allez voir les vidéos, si vous n'avez pas vu, allez voir les vidéos, tapez son nom dans Google, vous serez tout de suite fixé sur le personnage. Après, ce qui malheureusement risque de se passer, c'est une situation qui risque de perdurer, quoi. C'est-à-dire avec une devise qui ne cesse de se dévaluer, quoi, avec une hyperinflation quand même extrêmement élevée, un taux de change officiel qui ne veut rien dire, parce qu'on a un taux de change officieux qui est largement différent. Bref, une situation qui ne nous incite absolument pas à faire quoi que ce soit sur ce marché, même si ce marché est ridicule, très petit, il ne fait pas partie de l'indice émergent, ça ne nous empêche pas d'y aller, ce n'est pas un sujet pour nous.
Mais clairement, cette situation ne nous pousse pas à creuser le sujet. Quoi, ouais, vraiment, quoi, hein. Je comprends. Ça permet aussi également d'éclairer le cycle politique qu'on va avoir dans les 12 prochains mois. Alors, dans les développés et les émergents, mais j'ai pris la liste, ne serait-ce que pour les émergents, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ça commence en janvier, je crois, avec Taïwan. Russie, si tant est qu'il y ait des élections en Russie, il y en aura. Inde, Afrique du Sud, Mexique. C'est quand même des pays majeurs, là. Pays majeurs. Alors, à ce jour, il y a peu d'incertitudes quant à le candidat qui paraît vraiment en tête, quoi, avec l'exception peut-être de Taïwan, quoi. Et qui, effectivement, c'est les premières en janvier. Alors, il n'y a pas d'extrême en Taïwan. Hein, il faut quand même... C'est policé. Tous les candidats sont très pro-marché, pro-business. Hein. Après, c'est la position par rapport à la Chine qui fait une petite différence. C'est pour ça que ce sera regardé. Bien sûr que ce sera regardé d'un point de vue politique, et notamment par Pékin, quoi. Il y aura un signe sans doute donné là. Difficile de dire aujourd'hui le résultat. Clairement, c'est très, très ouvert, je dois dire, quoi. Après, personne ne s'attend à une rupture totale, je comprends. Et une rupture totale. Donc, l'impact marché ne sera pas si important que ça. Mais quand même, il faut le regarder. C'est un sujet politique assez important à court terme. Notamment bien sûr dans la relation entre Taïwan et la Chine, quoi. Ailleurs, l'élection qui est la plus sans doute importante, même si le résultat paraît assez assuré, c'est ce qui va se passer en Inde, quoi, avec Modi qui devrait être présent, nouvelle fois, quoi. Il n'y a pas de limite au mandat. C'est quoi ce serait un troisième mandat, c'est ça, pour Narendra Modi ? Et qui est très bien placé, en tout cas le BGP est très bien placé dans les sondages. Alors les élections, on ne sait pas encore sûr si c'est en mois d'avril, mois de mai, on n'a pas la date exacte encore. Alors, ce qui est intéressant en Inde, c'est qu'auparavant on aura des élections en fin d'année dans certains États. Et c'est intéressant comment le BGP va se comporter. Il y a de fortes chances, en l'occurrence, qu'il perde certains États. Mais historiquement, la relation entre les élections locales et les élections nationales n'est pas évidente. D'accord. Mais néanmoins, on peut estimer que dans un environnement de marché quand même bien pricé, hein, quand même, le marché indien était bien acheté. Si le BGP perdait ses élections locales, il y aurait peut-être un peu de volatilité de ça qui nous permettrait, nous, d'acheter quelques titres de fait. Hein. Bon, globalement, pour conclure sur l'investissement chez vous, alors pour la partie action et pour la partie obligataire aussi, hein, on reparle beaucoup de l'obligataire en ce moment, donc du coup, vous avez une stratégie obligataire depuis plus de 2 ans maintenant, peut-être, je crois. C'est ça, qui fonctionne plutôt bien. Alors, c'est effectivement, on a un carré assez important quand même dans l'ensemble des marchés, avec des banques centrales qui ont fait le job quand même. C'est ça qui est intéressant. Alors on peut toujours argumenter sur la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, enfin les grandes banques centrales, si elles ont fait le job ou pas, quoi. Mais on peut dire qu'au Brésil, par exemple, ils ont fait le job. C'est vraiment le pays qui représente vraiment beaucoup, quoi. Les taux d'intérêt ont monté fortement, ça a eu son impact, et depuis le mois de juillet, on a commencé à baisser les taux. On les baisse aussi au Pérou. On les baisse. Il y a peu de pays émergents qui veulent baisser ces taux avant les grandes, la Fed, les États-Unis, bien sûr, quoi. Et de fait, la majorité, à mon avis, attendra ce que va faire la Fed pour bouger. Mais néanmoins, le Brésil pousse vraiment une certaine indépendance. Le Chili l'a fait également, mais c'est plus petit, quoi. On a un potentiel de baisse très important. On a une inflation qui a largement baissé, qui est plutôt autour de 4% aujourd'hui au Brésil, avec des taux qui restent à 12,75%, 12,25%. Et donc un taux réel, une marge de manœuvre importante pour baisser de nouveau les taux. Donc l'investissement dans des obligations émergentes paraît intéressant. On a un carry important, quoi. Alors bien sûr, la perspective des taux américains, qui est une partie du risque, bien sûr, met de l'incertitude à court terme. Mais dès qu'on aura une vision un peu plus précise sur peut-être la baisse, ou en tout cas la stabilisation des taux américains, on peut avoir là des opportunités d'investissement intéressantes. Absolument. Ouais. Merci beaucoup Bruno. Merci d'être venu parler des émergents. Votre domaine d'expertise chez GMO Asset, vous êtes le président de GMO Asset, Bruno Vanier, qui est avec nous, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.